Bienvenue dans mon podcast. Si t'es ici, c'est que t'es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander. Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous, ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien. Et puis ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute. Maud, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de faire ce podcast avec toi. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur ton parcours, sur ce que tu as traversé Qu'est-ce qu'on aurait besoin de comprendre pour mieux cerner pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'a amené à parler des sujets dont tu parles, à écrire des romans, à faire des conférences. Voilà, qu'on en sache un peu plus sur toi. Déjà, merci à toi vraiment de m'inviter sur ton podcast. C'est un vrai plaisir et c'est un honneur Merci beaucoup. parce que c'est vraiment la génération d'après. Ouais. Moi, je pourrais être ta mère, voire peut-être même un peu plus, plus de 50 non, ans. Mais voilà, je trouve ça vraiment très inspirant de s'intéresser très tôt aux clés qui vont permettre de traverser avec moins d'écueils le chemin de la vie. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée ici? J'ai toujours été passionnée par les relations humaines, vraiment. Je crois que c'est le leitmotiv de ma vie, de comprendre pourquoi on ne s'entend pas forcément avec certaines personnes, pourquoi on s'entend au contraire avec d'autres, pourquoi c'est facile avec certains, pourquoi ça gratte, comme je dis, avec d'autres. Ça vient nous toucher quelque chose. Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours. Donc, je suis rentrée dans les relations humaines par le biais de l'entreprise, parce que je trouve que c'est une manne extraordinaire, c'est un laboratoire extraordinaire de compréhension des gens, C'est vrai. de pouvoir, de pouvoir sur l'autre et non plus pour l'autre. Alors que moi, je pense que si chacun met son pouvoir au milieu de la table pour les autres et que chacun met son pouvoir au milieu de la table pour les autres, il se passe quelque chose d'extraordinaire tous ensemble. C'est très Alors vrai, que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu maintenant à chercher le pouvoir sur l'autre, et c'est dommage. C'est vrai. Donc j'ai commencé par le monde de l'entreprise et puis ensuite, autour de 40 ans, j'avais vraiment envie d'aller explorer plus loin. Alors déjà dans le monde de l'entreprise, j'avais des postes à responsabilité qui me permettaient de voyager beaucoup. Et puis à chaque fois que je voyageais pour les affaires, je prenais toujours une semaine ou 10 jours en plus pour aller rencontrer des peuples un peu reculés, qui m'ont permis de voir la vie sous un autre angle, en fait. Je me rendais compte qu'en Occident, il y avait plein de choses qui me correspondaient, mais il y a aussi plein de choses qui ne me correspondaient pas dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de voir la vie. Et donc, du coup, le fait de rencontrer des peuples différents, avec des cultures différentes, des philosophies de vie différentes, des religions différentes, me permettait de comprendre que finalement, tout n'était pas aussi blanc ou noir qu'on nous l'expliquait en Occident. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. On a tendance à voir un peu, à tout mettre dans des boîtes et à se dire... Et du coup, ces voyages-là, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette introspection et à peut-être te poser de nouvelles questions sur ta vie et à te dire... En fait, c'est exactement ça. J'avais besoin que les gens fonctionnent bien entre eux. J'avais le sentiment que si les gens étaient heureux au travail, alors ensemble, on pouvait grandir. Et puis, chacun était créatif. Quand tu mets de la pression au travail aux gens, quand tu mets de la pression ou du stress, tu te refermes et tu n'as plus envie de créer. Tu es un peu tétanisé, c'est si vrai, tu veux. Donc, j'avais envie d'apprendre une autre façon de voir les choses, de manager autrement. Et j'avais cette conviction que si les gens étaient heureux au travail, alors on pouvait créer des choses. C'est pour ça que j'ai été très vite dans l'innovation. Et puis après avoir traversé tout ça, en 2010, on était plusieurs associés, ma société à Dassault et Dassault Systèmes. Et là, j'ai eu envie de faire autre chose, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais pas envie de reprendre une boîte j'avais besoin d'un break. J'étais presque à deux doigts d'un burn-out à cause de la passion, finalement, la passion de cette vie. Donc, je travaillais beaucoup avec des décalages horaires et je me rendais pas compte que finalement, mon corps ne suivait pas vraiment. Et puis, donc, vers l'âge de 40 ans, je décide de partir dans l'Himalaya, 5 semaines, pour réapprendre à vivre au présent.
Parce que dans la stratégie d'entreprise, tu as toujours 10 coups d'avance, 20 coups d'avance, mais tu sais C'est plus tellement vrai. vivre au présent. C'est très vrai. Or, la joie, tu la connectes que dans le présent. Donc, C'est vrai. réapprendre à vivre au présent, ça veut dire prendre le temps, ça veut dire observer, ça veut dire être présent à ce qui se passe. Et non pas vivre au présent, c'est pas je fais attention à ce qui se passe. Non, je reste là, j'observe, je vois. Alors que moi, j'étais au présent dans un mental qui allait tout le temps dans le futur à construire de la stratégie. Et donc, je suis partie. Donc c'était un autre voyage et là j'ai pris le temps et c'est le début de Kilomètre Zéro puisque j'ai écrit Kilomètre Zéro à peu près 5 ans après être partie dans l'Himalaya. Wow. Mais j'avais envie dans ce premier livre de regrouper tout ce que j'avais compris depuis des décennies en fait à travers ces voyages. C'est pas un voyage Kilomètre Zéro, c'est pas un voyage dans l'Himalaya, c'est plutôt 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres. Ouais, franchement, le livre, moi, ça fait longtemps qu'on m'en a parlé. Et c'est un livre vraiment incroyable. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller. Il est disponible partout, Oui. que ce soit Kilomètre Zéro, Respire ou Jamais sans moi. Pour ceux qui nous écoutent et qui seraient curieux de comprendre un peu les messages que tu partages dans Kilomètre Zéro, par exemple, est-ce que tu pourrais nous partager une sagesse ou un message important du livre Oui, alors il y a effectivement plusieurs types d'enseignements. C'est un roman, hein, donc déjà les personnages secondaires sont vrais, les lieux sont vrais, puisque j'ai réellement vécu ce voyage. Après, ça reste un roman avec un peu de romance. Mais donc il y a plusieurs messages. Un des messages les plus importants peut-être, c'est de comprendre que tout ce qu'on fait, on le fait avec une racine et deux états d'esprit possibles. Soit on est dans ce que j'appelle la peur, et donc on agit en peur, on agit dans notre système de défense avec le manque, hein, quelque part. Je jalouse l'autre, j'envie l'autre, ou au contraire, ou avec j'ai peur de, donc je critique, j'attaque, etc. Ça, c'est la première porte. Ou la seconde porte, qui est la seconde racine possible, et tous nos actes, nos pensées, nos gestes sont dans cet état-là. L'autre porte, c'est l'amour, et l'amour avec un grand A, et non pas l'amour, je suis amoureuse, hein, mais c'est plutôt l'amour en lien avec l'autre, en ouverture de cœur, en compréhension de l'autre, même si je ne suis pas d'accord. Je peux ne pas avoir la même vision que l'autre, mais j'écoute, et je ne tente pas d'avoir toujours raison. Voilà, donc tout ce qu'on fait dans la vie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on agisse, on le fait de la première racine ou de la deuxième. C'est très vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'observe chez moi assez régulièrement. On peut très vite, sans se rendre compte, tomber un peu dans notre ego, dans la peur, dans la volonté d'être important ou de projeter une certaine image. De ton expérience, comment est-ce qu'on peut justement sortir de cette énergie de la peur et aller vers l'amour quand on a l'habitude au quotidien de se comparer? Moi, je pense par exemple aux réseaux sociaux où, tu vois, on voit un peu une image parfaite, idéalisée de la vie des autres et on se compare sans cesse. Selon toi, comment est-ce qu'on peut petit à petit aller plutôt vers l'amour que vers la peur? La peur. C'est une bonne question, et c'est à la fois très simple et à la fois compliqué, parce que, comme tu viens de le dire, on a été habitué pendant plusieurs années. Alors, toi, je sais que tu es assez jeune, et je pense que ta communauté aussi. Donc, plus on réagit jeune, et plus facile c'est, parce que simplement, on a des automatismes un peu moindres qu'à 50 ans. Mais en tout cas, à tout âge, on peut prendre conscience des choses, et on peut switcher d'une porte à l'autre. Parce que switcher d'une porte à l'autre, ça prend 1 seconde. Ça prend pas 10 ans, ça prend pas 20 ans, ça prend 1 seconde. Mais pour prendre cette seconde-là, il faut déjà commencer par avoir conscience qu'il existe 2 états. C'est très vrai. Quand tu sais qu'il y a 2 états, ça ne veut pas dire que c'est facile. Et bien sûr que ton système de défense t'amènera toujours en premier dans la peur. Parce que 99% de notre temps, on est dans la peur. Mais quand tu sais qu'il y a 2 portes, tu dis « Ah, tiens, comment je me sens ?» C'est très simple de voir dans quel état on est, hein, pour sentir cet état d'ego ou de peur, entre guillemets, qui n'est pas la peur, l'émotion de la peur, qui elle est très saine, hein, mais plutôt l'état de peur, l'état d'ego, de système de défense. Mais il suffit simplement de sentir comment on est, quand je critique, quand je juge, quand j'essaye d'avoir raison, dans quelle énergie je suis. Souvent, j'ai le corps un peu recroquevillé, je suis un peu crispée, je vais avoir des émotions type de peur, type de tristesse, type de colère, qui sont encore une fois des émotions très saines. Mais je sais que je suis là vraiment dans l'état d'esprit de l'ego. Et donc,
souvent, je délègue d'ailleurs ma télécommande de ma vie à l'ego et je ne me rends pas compte. Si C'est je très veux vrai. switcher dans l'autre porte, bah, c'était ça simple. Le simple fait déjà d'avoir conscience que je suis en train de critiquer, en train de me comparer, en train de sentir ce manque. Hein, tu le disais, si je regarde les réseaux sociaux, ah ben, une telle a plus de followers que moi, etc. Donc ça me contracte. Eh bien, je suis dans cette comparaison, je suis dans la peur. Comment je passe de l'autre côté? Immédiatement, déjà en prenant conscience que je ne suis pas dans la bonne porte. Comment je passe dans l'autre porte, qui est l'amour. Mais moi, je me pose toujours la question, l'unique question, qu'est-ce que dirait l'amour? Oh, c'est une bonne question. Tu vois, tu es en force avec l'autre, en train d'essayer de lui exprimer que c'est toi qui as raison, etc. etc. Ben là, tu fais un stop, tu vois que tu es contracté, que l'autre n'entend rien ou n'entend pas, que tu es tort ou raison. On a des fois des visions différentes et pour des raisons qui nous incombent. C'est vrai. Le simple fait de dire, tiens, mais qu'est-ce que dirait l'amour? Mais peut-être pas avec autant d'énergie, en étant vindicative, en étant critique. Non, peut-être que très naturellement, on dirait, bah, ok, c'est sa façon de voir les choses. Moi, je peux lui exprimer tranquillement ma façon de voir les choses, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est très très vrai. J'adore cette question. C'est une très belle question à se poser parce que ça nous permet de. Je me pose un peu cette question, mais c'était pas exactement la même. Mais je me dis souvent, qu'est-ce que la version de moi que je respecte et que j'aime et que je veux voir exister ferait ou comment est-ce C'est tout qu'elle à fait réagirait? juste. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que, quand je suis au mieux de moi, c'est-à-dire dans le cœur ouvert, dans la joie, dans le respect de l'autre, dans l'ouverture à l'autre et non plus dans cet état de manque, qu'est-ce que je ferais? C'est exactement ça. C'est la meilleure version de toi. Qui est toi? Qui est toi? Exactement. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, tu prends la télécommande de ta vie et tu reviens à toi. Exactement, ouais. Donc c'est la même chose. C'est hyper intéressant. Et du coup, dans ton parcours, tu pars aux Himalayas, tu fais ce voyage. Est-ce que tu peux nous dire, justement, ces dernières années, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses ou avoir un peu des tournants? Moi, je suis super curieuse de savoir, dans la vie d'un être humain, qu'est-ce qui fait que on arrive à des moments d'introspection, de changement, de déclic. Est-ce que tu peux nous donner quelques... C'est vrai, souvent on me pose la question autrement et merci pour ta question. Souvent on me pose la question de est-ce qu'il faut avoir des états ou des coups durs dans la vie pour commencer Ah, ça, c'est une question, ouais. à réfléchir sur soi. J'aime la façon dont tu la poses parce que quelque part, j'allais dire non. Moi, j'ai pas eu, heureusement, que des coups durs dans la vie et très vite, c'est des questions qui m'ont intéressée. En revanche, il faut accepter le fait que ça prenne beaucoup de temps parce que c'est tout un chemin de vie, même si, bien souvent, il n'y a pas grand-chose à appliquer d'autre que d'avoir de la conscience sur ce qui est en train de se passer. Mais le simple fait d'avoir de la conscience demande une pratique énorme, énorme, parce qu'on est très vite rattrapé par toutes ces sollicitations, mais même, tu parlais des réseaux, mais tu sors 3 minutes dans la rue et là, tu es happé par un tas de choses. C'est vrai. On est complètement bombardé d'informations. D'informations, exactement. Si tu vas dans la nature, d'un coup, les choses retombent et tu peux avoir un peu plus de temps. Donc, ce qui ça m'a séduit tout de suite. Enfin, j'étais passionnée par le fait de comprendre pourquoi on réagissait comme ça, pourquoi on se mettait en stress pour un petit détail, pourquoi. Et finalement, je me suis rendu compte que la base de tout, c'est que notre focus, dès la naissance, c'est d'aimer et d'être aimé. Ouais, c'est vrai. Mais dès la naissance, c'est-à-dire que le focus de l'être humain n'est que là. Tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on agit, c'est uniquement pour aimer et être aimé. Alors on veut gagner de l'argent pour être aimé, on veut plaire pour être aimé, on veut être belle pour être aimé, on veut être apparente pour être aimé, etc. On parle des réseaux sociaux où tout va bien, tout est beau, tout est rose. Mais on le sait bien que la vie de chacun n'est pas tout beau, tout rose. Et pourtant, on voit des gens que sur les transats, en train de se montrer dans des positions extraordinaires que tout le monde envie. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que si on montre ça, alors on va être aimé. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et donc, c'est ça le focus pour moi. Ouais, c'est super intéressant de le formuler comme ça, je trouve, parce qu'on se dit souvent que tout ce qu'on veut faire, ou tout ce qu'on fait, ou tout ce qu'on cherche à faire, c'est pour avoir accès à un sentiment.
Mais c'est vrai que ce sentiment, c'est l'amour, en fait. Exactement. C'est très vrai. Donc, dès que tu passes dans la porte de l'amour, à ce moment-là, tout se détend. Parce que tu n'es plus en comparaison, tu n'es plus en jugement, tu n'es plus divisé. Le gros problème de l'ego, c'est qu'il nous fait croire qu'on est divisé, qu'on est deux personnes différentes. Or, on voit bien qu'en chimie et en physique, on s'est prouvé que si on mettait un énorme microscope, on ne serait qu'une énergie. On est fait d'atomes, et donc on ne serait qu'une grande énergie. Et donc, il n'y aurait pas de séparation entre toi et moi. Et s'il n'y a plus de séparation, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus besoin de t'attaquer, j'ai plus besoin de t'envier, puisqu'on n'est qu'un. Dans la porte de l'amour, c'est tout le contraire, c'est qu'une grande énergie. Donc on peut plus s'attaquer, on peut juste ouvrir son cœur parce qu'il n'y a plus de risque. Notre système de défense, l'ego nous fait croire que je suis en risque parce que l'autre est un ennemi. Alors si tu dis que tu aimes mon livre, c'est donc que tu m'aimes. Parce que l'ego ne fait pas de différenciation entre ce qu'on fait. C'est très vrai. Et ce qu'on est. C'est trop vrai. Et même dans notre travail où... Tu es ton travail, tu es ta voiture, tu es ton appartement, tu es ton podcast. Alors que c'est pas vrai si quelqu'un te dit « mais moi, j'aime pas du tout ton podcast, il m'intéresse pas ». Notre système de défense pense que c'est toi-même qu'on n'aime pas. Moi, quand les journalistes me disent « mais avec le succès de Kilomètre Zéro, quand vous allez sortir Respire, quand j'ai sorti mon 2e livre, je sais, mais vous n'avez pas trop peur ?» Alors, mes éditeurs m'avaient annoncé aussi qu'on ne fait pas toujours un 2e best-seller, donc ils m'avaient prévenu. Mais j'ai dit, écoutez, moi, je fais du mieux que je peux. Il y aura toujours des gens pour préférer Kilomètre Zéro, des gens pour détester Kilomètre Zéro, et puis des gens pour adorer les deux, pour préférer, etc. Mais à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, je ne suis pas mon livre, même si, évidemment, ça transpire beaucoup de ma personnalité. Mais si quelqu'un me dit, j'ai pas aimé ton livre, il n'est pas en train de dire qu'il m'a aimé moi ou qu'il m'aime pas. De la même façon, quelqu'un qui me dit « j'ai adoré vos livres, je vous adore, vous êtes extraordinaire », pour l'instant, vous ne me connaissez pas, vous connaissez mes livres. Ça, je trouve que c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, parce que je trouve que c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me challenge pas mal et qui m'a beaucoup challengé, le fait de vraiment distinguer entre qui je suis et ce que je fais. Et je pense que c'est un challenge que beaucoup de personnes ont dans leur vie quotidienne. Et ça peut être le travail, ça peut être la beauté, l'apparence physique, l'argent, enfin, ça peut être plein de choses. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour arriver à ce stade où... Déjà, est-ce que tu as toujours réussi à distinguer entre ta valeur à toi, qui tu es, et ce que tu fais, ce que tu produis ou... Non, il m'a fallu comprendre effectivement que je n'étais pas mon travail, que je n'étais pas ma voiture, que je n'étais pas mon appartement, que je n'étais pas mes relations. En réalité, il m'a fallu comprendre effectivement qui j'étais sans tous ces costumes. Donc quand je suis plus la fille de, la femme de, la salariée de, la dirigeante de, l'écrivain, le machin, qui je suis vraiment ? Parce que je suis bien au-delà de mon travail, je suis bien au-delà de mes relations sociales, je suis bien au-delà de mon parcours, je suis bien au-delà de tout ça. Et c'est ça qu'il a fallu comprendre. Donc, quelles sont mes valeurs profondes ? Une fois qu'on est connecté à ces valeurs profondes, alors on peut découvrir qui on est. C'est exactement ça. Mais comment est-ce que tu commences le processus ? Parce que je me dis, les personnes qui nous écoutent, elles se disent certainement j'ai envie de savoir qui je suis en dehors de tout ça. Parce que franchement, je pense que c'est une des plus grandes souffrances qu'on a quand on prend un peu de recul, de se dire on est tellement attaché à, par exemple, l'accomplissement professionnel ou à l'argent qu'on peut accumuler ou à la beauté qu'on peut, en tout cas, à cette gratification extérieure par rapport à une apparence physique ou aux biens matériels qu'on peut avoir, que je pense vraiment que quand on se détache de ça et qu'on arrive à se voir et à s'aimer et à s'apprécier sans tout ça, on arrive à un stade d'un détachement assez incroyable, mais pas un détachement négatif, une forme de libération, tu vois. C'est vraiment ça. Et le point de départ, tu as raison, hein, c'est un point de départ qui demande un petit effort de revenir à soi. Parce que la grande difficulté, c'est qu'on a tellement de croyances. On t'expliquait petite qu'il fallait pas faire ci, que tu étais peut-être trop introvertie ou au contraire trop extravertie. Alors en fait, tu es juste joyeuse. T'es pas trop, tu es juste toi-même. Mais comme on t'a dit, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es bonne en maths ou tu es bonne en français, on t'a collé des étiquettes auxquelles tu crois. C'est exactement ça. Et dans ces croyances, qu'on appelle des croyances limitantes, on se limite à ça. Et il faut déjà commencer par déconstruire toutes ces blessures qui nous ont enfermés dans des cases et qui nous font croire que ça, il faut surtout pas que je le montre. Si on t'a dit petite, mais t'es beaucoup trop extravertie, tu parles trop, tais-toi, etc.
alors que toi, tu es juste en joie d'un événement, hein, tu sais, comme un chien qui est tout fou parce qu'il voit arriver son maître. Ben, nous, on est comme ça, enfant. Mais d'un coup, on te demande d'être quelqu'un d'autre. Et toi, tu crois que quand tu montres cette facette-là, pour prendre cet exemple, eh bien, tu vas pas être aimé. Donc, il faut surtout pas le montrer. Sauf que de l'extérieur, qu'est-ce que voient les gens? Quelqu'un de peut-être un peu lisse, un peu parfait, un peu machin, mais décoince-toi un peu. Et puis, sauf que toi, tu n'oses plus décoincer ça parce qu'on t'a expliqué que c'était pas bien. Donc, tu as peur de qui tu es. Parce que si tu te montres, par exemple cet exemple-là, si tu te montres comme ça, tu as le sentiment que tu vas encore te prendre des réflexions quand tu avais 2 ans. Alors que simplement, tes parents t'ont expliqué à ce moment-là que c'est simplement parce qu'il y a des règles de vie et que tu peux pas sauter dans tous les sens quand tu es dans un magasin, par exemple. Mais l'enfant fait pas de différence avec ça. C'est comme ça qu'on crée des blessures. Et en fait, quand il s'agit de se retrouver soi-même, je le vois, hein, j'organise des séminaires dans le Sud et quand je demande aux gens qui êtes-vous, mais vous avez le droit de vous présenter. Vous avez le droit de présenter tout ce que vous voulez, mais vous ne parlez pas de votre travail, vous ne parlez pas de votre sexe. On voit bien que vous êtes une femme ou un homme. Vous ne parlez pas de vos enfants, vous ne parlez pas de vos biens matériels. Vous allez nous dire maintenant qui vous êtes. Ils arrivent à faire ça, à répondre? C'est difficile au départ. C'est qui je suis, si je peux pas parler de mon travail, si je peux pas parler de mes biens, si je peux pas parler de mes enfants, de mon statut marital, etc. Souvent, quand on se présente, c'est voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je travaille ici, là, j'habite ici et j'habite là. Ouais. Et puis une fois qu'on a dit ça, on a l'impression qu'on s'est présenté. Mais si tu enlèves tout ça, qui tu es vraiment? Comment tu te présenterais, toi, si tu devais faire cet exercice? Alors justement, c'est tout l'enjeu de se retrouver soi-même. Je me présenterais comme un être humain qui chemine, qui a pour valeur l'empathie, le partage, l'envie de progresser, l'envie de s'améliorer, l'envie de construire ensemble. Mais je présenterais ces facettes-là de moi. Ouais. Je présenterai aussi le fait que je sois quelqu'un d'impatient, parce que tout ça fait partie de mon personnage et que je chemine vers cette amélioration, de prendre un peu plus de temps. Mon cerveau a été éduqué pour avoir des coups d'avance, j'apprends à revenir au présent. Je crois que c'est ça qui je suis aujourd'hui et tout le temps dans cette mouvance, parce qu'on n'est jamais qu'une chose. Mais l'idée, c'est de plutôt mettre de la conscience sur, tiens, qui je suis, quelles sont mes blessures, quelles sont mes forces et comment je peux avancer avec ça, plutôt que de se présenter comme X, dirigeant, écrivain, machin, tout ce qu'on veut, conférencier. Parce que ça, c'est pas qui je suis. C'est le métier que j'exerce. Et d'ailleurs, si je devais me présenter par un métier, ce serait bien dramatique, parce que j'ai fait 1000 métiers dans ma vie. Donc, on n'est pas un métier. C'est vrai. Et ce serait dommage de s'y enfermer. D'ailleurs, sinon, ça voudrait dire je ne peux pas demain être écrivain si j'ai envie de l'être, alors que je ne l'ai jamais été de ma vie. Mais ça, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que beaucoup de personnes, et moi y compris, on a tendance à se limiter, à se dire il faut que je reste. Tu vois, il y a une expression en anglais qui dit stay in your lane. Tu restes sur ton chemin et tu ne dévies pas. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on peut avoir envie de faire ou d'être ou d'exprimer. On est illimité, en fait. C'est ça. Mais comment toi, tu as réussi à peut-être à surpasser ces limites et te dire en fait, si j'ai envie de prendre la parole et faire des conférences, je peux le faire. Si j'ai envie d'écrire des livres, je peux le faire même si je l'ai pas fait avant. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai envie de faire quelque chose, mais je me sens pas légitime. En fait, ça c'est un vrai sujet. Personne n'est légitime. Parce que pour être légitime, il faudrait avoir pratiqué pendant des heures et des heures. Donc dès que tu vas faire quelque chose de nouveau, de fait, tu n'es pas légitime. Mais la légitimité, ça veut dire quoi? Qui va acter que tu es légitime ou pas? Si tu me dis, demain, je veux être médecin et puis je mets une plaque de médecin sur ma porte en bas, oui, là, tu n'es pas légitime, parce que ça nécessite d'avoir un certain nombre de diplômes pour professer. Et voilà. Écrire un livre, en quoi je ne suis pas légitime? J'écris un livre, j'oblige personne à le lire, et je ne dis pas que ça va se faire en un mois. Ça voudrait dire quoi être légitime ou pas légitime? Il y a des gens qui écrivent des livres et qui en vendent quasiment pas. Ils sont légitimes pour autant. Ça peut être même des très bons livres. Ils n'ont pas rencontré leur public, mais ils sont légitimes aussi. Donc c'est pas qu'une question de résultat. Il y a des professions qui nécessitent. Moi, je viens du monde de la finance. Je passais par l'expertise comptable avant. Tu peux pas valider un bilan si t'es pas expert. Enfin, en l'occurrence, dans un cabinet d'expertise comptable, si t'es pas expert comptable. Pourquoi? Parce que ça nécessite d'avoir un certain nombre de diplômes qui vont valider ça. C'est pareil pour un médecin, c'est pareil pour un avocat. Tu peux pas t'improviser avocat si t'es pas diplômé, et tu peux pas faire en tout cas un certain nombre de choses. Tout le reste, il y a beaucoup de métiers en tout cas où les gens se disent je suis pas légitime. Moi, j'étais dirigeant d'entreprise pendant des années, je le suis encore, et
j'entends que c'est des métiers où on n'est jamais légitime. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et si on le savait, tout le monde réussirait à faire de bois des excellences. On doit prendre des décisions pour lesquelles on est confronté à des choses qu'on ne connaît pas chaque jour, chaque seconde. C'est vrai. Donc, on pourrait se poser cette question de légitimité. Mais si on met ça de côté, parce que pour moi, c'est vraiment qu'une question de caméra sur soi et d'estime de soi, eh bien, si on met ça de côté, alors tout est possible. Par contre, ça demande énormément de travail. Comment je switch d'un métier à l'autre en travaillant énormément? Ce que je disais, je n'ai pas trouvé la clé, mais je compte sur la nouvelle génération pour nous donner les clés de ne pas faire grand-chose et de réussir quand même. Ouais. Non, la réussite, c'est vraiment d'accepter de tomber 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois et de se relever, prendre quelque chose à chaque fois pour grandir. Donc, on peut... Je pense que tous les métiers sont possibles. On a accès à un potentiel en nous qui est extraordinaire. Comment après tu vas choisir quelque chose qui résonne pour toi? Ça, c'est le plus difficile pour beaucoup de gens. Ça, c'est une vraie question. C'est vraiment de prendre le temps de voir ce qui vibre en toi. Parce que souvent, surtout quand on est jeune, peut-être que tu es passé par là, tu fais un métier pour faire plaisir à tes parents, pour faire plaisir à ta famille, à ton mari, enfin peu importe. En tout cas, tu vas vers une voie parce que ton père était ci, ta mère était ça. Alors, comment faire pour choisir vraiment ce qui vibre pour toi? Ça demande un peu de temps. La chance que j'ai eue, c'est que je pense que j'excelle dans ce qui va me plaire, parce que je vais passer beaucoup de temps. Je suis déplorable dans ce qui ne me plaît pas. Donc, je suis incapable de travailler dans ce qui ne me plaît pas. Et je peux faire un métier qui peut me lasser au bout d'un moment. Si ça ne me plaît plus, je sais que je vais être obligée de changer de métier. Mais là, je vais prendre le temps de savoir ce qui est vraiment juste pour moi. C'est tellement vrai. C'est une observation que je partage aussi, parce que je pense vraiment qu'on peut exceller que dans ce qu'on aime, je pense. Enfin, en tout cas, de ce qui est une motivation profonde. Comment on trouve cette motivation? C'est qu'est-ce qui vibre profondément en nous? Alors, beaucoup me disent, ouais, mais tu sais, Maud, je suis partie dans cette voie-là, et puis moi, il faut bien que je paye mes factures, etc. Ouais. Et c'est vrai. Il ne faut pas tout abandonner et se dire, bon, allez, hop, c'est bon, maintenant je vais me prendre un peu de temps, je vais réfléchir à ce qui est juste pour moi, et puis je vais me lancer dans un nouveau métier. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais si vraiment à un moment, moi je me pose toujours cette question, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est une super question. C'est très dur, et on le sait. C'est une super question. Et dans tout ce que tu fais, dans tes relations sentimentales, amicales, professionnelles, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Ça veut pas dire qu'il faut encore une fois switcher en se disant, ah ça y est, j'ai trouvé, ça va plus avec mon mari, ça va plus avec un tel machin, avec tel ami, tel truc, je switch. Non, c'est pas ça. Mais si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais vraiment? Peut-être qu'avec un tel, je la verrais moins ou je le verrais moins. Très bien, il faut que je mette en place petit à petit et de voir comment je peux expliquer le pourquoi. Dans mon travail, ça me plaît plus, c'est plus en face. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que ce serait? Et ça, c'est super... C'est une question assez incroyable, mais qui fait peur un peu, je pense. Oui. Ça nous fait peur de répondre. On connaît la réponse, quoi qu'il. Ça veut pas dire qu'on doit agir en conséquence, mais au moins on ne se ment plus. Et ça va peut-être mettre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ça change, mais au moins tu arrêtes de te mentir. Ouais. Parce que j'entends des fois des gens au travail, tu dis, ah non mais moi c'est mon travail, ça va plus du tout, pourtant je l'adorais. Et si t'arrêtais de te mentir, qu'est-ce que tu ferais? Ah je reverrais tout bouler parce que ça va. Oui, mais au fond, c'est quoi le problème? Depuis que ma nouvelle boss est arrivée, c'est l'enfer, alors qu'avant, j'adorais mon boulot. Ah, alors c'est peut-être pas un problème de travail et de sens, c'est peut-être que ta relation avec ta collègue, ta boss ou je ne sais qui, n'est plus en phase. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il y a des actions à poser, non pas pour partir et changer de métier, mais plutôt pour vivre ce métier d'une autre façon. Ou alors, ça peut être, moi, ça a été dans mon cas, à 40 ans, j'avais vraiment pas envie de repartir à reprendre une société, de faire de la stratégie d'entreprise, ou en tout cas plus de le faire de la même façon. Bon, j'ai eu envie d'écrire un livre. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Non, un livre, moi je viens du monde des maths, de la science, jamais de la vie, j'étais pas très bonne en français, enfin bon. T'as pas eu peur quand t'as commencé? Je suis super curieuse de savoir ce que tu t'es dit, comment est-ce que tu t'es lancée? Parce que j'imagine que c'est quand même... ça peut être intimidant quand on n'a jamais écrit de livre. Alors en fait... souvent, mes amis me disaient, mais avec tout ce que tu as appris, pourquoi tu n'écrirais pas un livre, etc. etc. Et vraiment, moi, le premier réflexe, c'est, ah non, je vais te faire ça dans un beau tableur Excel, mais je ne peux pas écrire, c'est pas mon monde. Et là, tu as toutes les croyances qui arrivent. Non, j'étais moyenne en français. Enfin, tu vois, c'est pas en français qu'on aurait misé sur moi, en tout cas.
Et puis, à un moment, il y a quelque chose de plus fort. Pourquoi t'écris? Ouais, c'est ça. Et ce pourquoi, cette motivation profonde, c'était avant tout, j'écris parce que si je peux partager quelque chose qui m'a aidé et qui peut faire du bien, alors j'ai raison d'essayer. Si Mm. un mot, une phrase peut faire du bien à une personne, j'ai raison de me lever tous les matins à 4 heures du matin, écrire, procrastiner, tomber, pas y arriver, etc. Mm. Jusqu'au moment où un mot, une phrase, un chapitre. Bon, ça a mis 2 ans. Hein, c'est pas, j'écris pas non plus de façon très naturelle. Non, Mais c'est mais bien de le dire aussi, je trouve. c'est C'est fondamental. super important de le dire parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent voir ton parcours, les livres que tu as écrits et se dire oh, mais pour elle, c'est super naturel, c'est Non, non, facile. je suis sans doute l'écrivain. D'ailleurs, mes petits copains écrivains, je commence à en connaître quelques-uns. On en rit beaucoup parce qu'eux sont capables d'écrire 1 à 2 livres par an, pendant que moi, j'en écris un tous les 3 ans. Mm. Je ne suis pas en mesure d'écrire tous les jours, etc. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est pas du tout naturel. C'est extrêmement compliqué. Par contre, je sais pourquoi je le fais. Et j'ai écrit le premier pour mes amis, d'ailleurs. Il n'était pas question que ça rencontre autant de lecteurs. Peut-être que je ne me serais pas déshabillée comme ça, d'ailleurs. c'est C'est sans doute le intéressant, plus beau cadeau que j'ai pu me faire, c'est de me Mm. déshabiller complètement, d'arrêter d'être la dirigeante de, la femme de, mais plutôt d'être complètement à nu et d'offrir qui j'étais. Et parce que eux l'ont porté, c'est devenu ce succès. Et puis après, les éditeurs ont commencé à se tourner vers moi. Mais au départ, c'était juste un cadeau que je faisais à mes amis et point. Et je suis super curieuse justement de savoir qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en écrivant ce livre. Qu'est-ce que ça t'a... Comment est-ce que ça t'a fait grandir et évoluer d'écrire ce livre-là? Le premier et ensuite... Alors, de très loin, le plus beau cadeau du monde, qui est que je pouvais être aimée à nu. Ah, c'est super, c'est super Parce beau. que vraiment, je pense que j'ai passé toute une partie de ma vie à comprendre que j'étais aimée parce que j'avais un statut, parce que j'étais dirigeante, parce que je gagnais de l'argent, parce que plein de choses. Et puis, ça, c'est la première chose, c'est d'être aimée complètement à nu, telle que j'étais, avec mes forces et mes faiblesses, parce que personne ne s'est trompé, en tout cas pas mes amis, de se dire que j'étais l'addition des personnages de Kilomètre Zéro. Et donc, j'étais complètement à nu avec mes forces et mes faiblesses. Et les gens ont commencé à se dire, mais c'est extraordinaire. Et donc, ils ont aimé cette vibration. Et enfin, pour la première fois de ma vie, je pouvais être à nu, sans plus rien avoir à cacher. Et je me rendais compte que ça résonnait pour les autres. Ça, c'est le premier gros cadeau. Et le deuxième gros cadeau, qui a été une claque monumentale pour moi, c'est que pour finir un livre, comme je l'ai offert à mes amis, j'en ai fait un vrai livre au départ. C'était une espèce de livre auto-édité, mais j'ai fait un vrai livre. Je suis allée voir un imprimeur. J'ai pris une photo que j'avais fait dans l'Himalaya pour faire un vrai produit fini, mais je ne cherchais pas un éditeur. Et pour arriver à ça, il a fallu que je demande de l'aide à mes amis pour faire la PAO, donc la mise en page du livre. Il a fallu que je demande à 5 amis de le lire pour me dire ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils comprenaient pas. Et c'est la première fois de ma vie que je demandais de l'aide. C'est trop intéressant. Comment ça se fait que tu ne demandais pas d'aide avant? De façon égotique, c'est-à-dire que j'avais le sentiment que si je demandais de l'aide, c'était être vulnérable, c'était... il fallait que je montre quelqu'un de fort, sur qui on puisse compter tout le temps. Et j'avais le sentiment, encore une fois, une croyance limitante, que si je demandais de l'aide, alors j'étais moins forte. J'avais besoin des autres. Et ça, c'est absolument égotique. C'est vraiment mon ego qui me faisait croire que... Et quand j'ai commencé à demander de l'aide à mes amis, même à faire des cartons, parce que quand ça a commencé à partir complètement en vrille positive, mais en vrille quand même, parce que j'en avais imprimé 100 pour les offrir à mes amis, je les ai réunis à la maison et puis je leur ai offert mon livre. Et puis pour moi, l'aventure s'arrêtait là, sauf que ils ont commencé à le lire, à me dire que c'était génial. Bon, c'est mes amis quand même, donc ils peuvent pas non plus dire que c'est complètement nul. Mais en fait, ils m'ont poussé quand même à en imprimer 500, qu'ils ont acheté en un temps, en même pas une semaine. Les 500 sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs ont commencé à s'intéresser à l'histoire. Mais en fait, quand j'ai commencé à demander de l'aide pour la couverture, pour la relecture, etc., la réaction qu'ils ont eue tous, c'est « Enfin, Maud, tu nous demandes de l'aide. » Wow. Et là, je suis vraiment tombée de ma chaise. J'ai vraiment une claque monumentale parce que je me suis rendu compte que non, jamais je demandais de l'aide et c'était une façon égotique de montrer que j'étais toujours forte, qu'on pouvait toujours compter sur moi, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'ils continuaient à compter sur moi, mais qu'ils pouvaient aussi m'aider. Ouais. Donc ça a été un énorme cadeau. Là où je pensais vraiment faire un cadeau aux autres, finalement, c'est à moi que je l'ai fait. Et cette aventure qui est complètement folle, au bout de
bah, Kilomètre Zéro est sorti en 2017, donc en 5 ans, l'aventure est complètement folle et internationale d'ailleurs. Donc c'est un cadeau qu'on se fait ensemble. J'ai le sentiment qu'on peut se tenir la main. Mais donc j'ai compris beaucoup de choses fondamentales en fait que j'avais pas compris avant. Et moi, j'en d'autres, c'est les costumes et je montrais que j'étais forte, mais ça a un poids c'est un point énorme. De porter tout ça, c'est lourd et en fait de lâcher, comme tu le disais, bah, ça soulage complètement quelque chose. Ça soulage et ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup intégré, le fait de devoir compter uniquement sur soi, de ne pas pouvoir compter sur les autres et d'être dans cette dynamique où en fait on n'ose pas demander d'aide parce que c'est un acte de vulnérabilité qui nous fait peur, mais en fait c'est courageux de demander de l'aide. Complètement. Ouais. Et puis c'est aussi s'accepter tel qu'on est avec ce qu'on sait faire, et puis c'est tellement plus simple de tenir la main de quelqu'un, d'aider quelqu'un, mais aussi d'être aidé, que finalement ça fait un flux. Et quand mes amis me disent enfin tu nous demandes de l'aide, je les ai regardés, je dis mais je vous demande de... Et puis je cherchais qu'est-ce que j'avais pu demander et j'arrivais pas à trouver. Je dis oui, trouve-nous un exemple de quand est-ce que... Et en fait, c'est pas équilibré en comptabilité, on dit débit crédit, tu vois. Il y a toujours un solde, il y avait toujours un solde de créditeur chez moi qui faisait que au moins le jour où si besoin d'un machin, de toute façon je suis en crédit. Et en fait, c'est pas au bon endroit. En réalité, c'est ce flux qui va faire que tu demandes de l'aide comme tu en reçois, et tu vois, il y a quelque chose de vertueux à justement grandir ensemble. C'est très vrai. Ouais, ça, c'est vraiment les deux points qui ont changé radicalement de ma vie. Et après, de vivre cette grande aventure. Et puis alors, c'est d'autant plus vrai quand tu as en plus un éditeur, parce que pour le coup, c'est un vrai métier. Et là, je m'en suis bien rendu compte quand tu es auto-édité que c'est un vrai métier d'avoir un éditeur, parce qu'il y a 1000 métiers dans un métier, et outre leur vision professionnelle, il y a aussi tous les métiers de fabrication, de distribution, de commercialisation. Bon, c'est un monde complètement fou. Quand tu fais ton truc dans ta cuisine, tu comprends bien que c'est un vrai métier. Mais c'est incroyable que tu aies commencé aussi toute seule, parce que tu as pu voir, enfin, ça a dû être une expérience qui t'a appris et j'ai plein de aimé choses. d'ailleurs. Et j'ai aimé, pour le coup, comprendre aussi les mécanismes, de pouvoir travailler avec des gens qui comprennent aussi cette vibration. Je parlais hier avec mon attaché de presse, qui comprennent cette vibration et qui fait que effectivement après tu peux vivre un truc avec les autres, parce que quelque part ils ont compris qui tu étais, ils ont compris ta vibration, ils ont compris tes valeurs, et ils peuvent t'aider à construire des projets, des choses qui sont en phase avec toi, mais avec l'aide des autres, quoi. Et ça, c'est vraiment magique. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire le deuxième livre, Respire ? Je suis curieuse de... En fait, le deuxième, je l'ai écrit pour le coup pour les lecteurs, parce que le premier, je l'ai vraiment écrit pour mes amis. Il n'était pas question que ça parte comme ça aussi fort. Donc pour moi, j'ai imprimé 100 bouquins, et puis l'aventure s'arrêtait là, et je reprenais une boîte 3 ans après. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. De toute façon, j'étais en âge de me dire, maintenant, je suis à 40 ans, je peux passer le relais. Et quand j'ai vu à quel point les lecteurs s'enthousiasmaient autour de Kilomètre Zéro, je me suis dit... Alors, à un moment, j'ai envie d'écrire un livre pour les lecteurs, et j'ai encore d'autres enseignements qui m'ont aidé, qui peuvent peut-être les aider. Et comme ils ont aimé le premier, j'ai envie de rester dans cette authenticité. Donc, je me suis à nouveau déshabillée, et je me suis dit, je continue dans la même lignée. Alors après, le premier se passe dans l'Himalaya, le second se passe en Thaïlande. J'avais besoin de mettre à l'honneur des pays qui m'inspirent. Donc, encore une fois, tous les lieux sont vrais, si tu vas sur les traces de Malo dans Respire, tous les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais, donc c'est des pays que je connais parfaitement, enfin en tout cas très bien. Et j'avais envie de mettre la Thaïlande à l'honneur, parce que j'y vais chaque année, c'est vraiment un pays qui m'inspire, les gens sont dans une philosophie bouddhiste qui font grandir. Donc je l'ai écrit pour les lecteurs, et là encore j'ai donné le mieux. J'ai pas cherché à faire des comparaisons, je me disais pas ça va mieux marcher, moins bien marcher. J'avais juste envie d'offrir aux lecteurs un cadeau, le cadeau qui m'avait fait de vivre Kilomètre Zéro et d'en être inspiré comme ça. C'est beau, parce que tu l'as écrit. En fait, j'ai l'impression que ces livres, tu les as écrits justement dans cette porte de l'amour, en fait, et pas dans la porte de la peur, où tu vois, c'est vrai que en plus de ça, les journalistes te mettaient la pression en te disant mais est-ce que ça va marcher aussi bien, etc.
Et tu as l'air quand même d'arriver à voir qu'en fait, c'est juste... ça vient d'un espace d'amour et c'est le plus important. C'est l'espace en nous où tout est possible. Et c'est pour ça que je mets du temps d'ailleurs à écrire, parce que j'écris pas pour écrire, j'écris pas pour écouter ma plume, j'ai juste envie de partager un truc qui m'est cher. Et qui m'aide au quotidien. Et comme ça m'aide, je me dis, bah, voilà, si encore une fois, cet enseignement que j'ai eu la chance d'avoir m'a aidé, ben, peut-être ça peut aider une personne. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire, parce que j'ai besoin d'être dans cet alignement et effectivement dans cette porte de l'amour. Et c'est pour ça, de ce que m'en disent les lecteurs, qu'il se passe quelque chose de grand, parce qu'ils connectent en eux cet espace C'est ça. de vibration de l'amour. Et ça pour moi, c'est le plus beau des cadeaux en réalité. C'est vrai. Parce que quand on est tous dans cet espace-là, qui est un espace d'unité quand même, eh bien, chacun peut devenir créatif. Et le nombre de messages de ça y est, je me suis lancée parce que j'ai connecté un truc en moi qui, grâce à votre livre, alors, c'est jamais grâce qu'à un livre, c'est grâce à soi déjà qu'on se lance. Mais ça peut être déclenché ou ouvert quelque chose qui pouvait les aider. C'est clair, ça peut déclencher... ça peut réveiller quelque chose chez eux qui est déjà à l'état embryonnaire et qui est en train de pousser. Exactement. Si tu devais nous partager une sagesse de ce livre, Respire, qu'est-ce que ce serait ? Une leçon Ce serait de reconnecter avec ses émotions, parce qu'on nous apprend que les émotions, il y a des émotions positives et négatives. Ça, j'y crois pas du tout. Toutes les émotions sont vitales, mais vraiment toutes vitales, et elles ont tout un message très clair. Chaque émotion a un message très clair et c'est toujours le même. Donc, comprendre comme une boussole ce que veulent dire nos émotions, c'est fondamental. Donc, c'est vraiment un livre qui parle des émotions et de cette réconciliation avec les émotions. Le problème, c'est que quand on est petit, on nous apprend pas avec les émotions. T'es une fille, il faut pas te mettre en colère, c'est pas féminin. Toi, t'es un garçon, t'as pas le droit d'avoir peur, c'est vraiment pas masculin, etc., etc. Et on nous colle encore une fois des croyances qui font que apparaître dans la joie, globalement, on n'a pas le droit à grand chose. Alors qu'en réalité, l'émotion face à des événements du quotidien, je parle pas d'un événement grave, mais une émotion dure 7 secondes pour nous alerter de quelque chose. Le problème, c'est qu'on l'infecte par notre système de défense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, tu es en voiture, tu es tranquille, et puis quelqu'un te coupe la route. Si on te coupe la route, naturellement, tu vas freiner. Tu vas freiner, et c'est normal, parce que tu as eu peur. Et si tu n'avais pas peur, tu serais rentré dans l'autre. C'est un réflexe, finalement. Sauf que comme tu as peur, tu pourrais souffler et te dire, super, allez hop, je repars tranquillement. Mais là, ton système de défense prend le relais. C'est quoi cet abruti ? Il m'a coupé la route, et puis il m'en veut, et puis pour un peu qu'il s'excuse même pas, toi, il y a la colère qui monte. Donc de la peur, tu passes à la colère, parce que ton système de défense va infecter la situation. C'est tellement vrai. Puis tu vas arriver à ton rendez-vous avec ta copine, ton boss ou je ne sais qui, et puis tu vas dire, attends, tu sais pas ce qui m'arrive, il y a un abruti qui m'a coupé la route. Et c'est reparti pour une infection pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Quand tu vas aller dans un dîner, qu'il y en a un qui dit, oh là là, j'ai failli avoir un accident. Oh, m'en parle pas, moi, il y a encore un mois. Et on infecte ça. Et on infecte les autres aussi. Et on infecte les autres aussi. Alors que la réalité, c'est que je pourrais être face à ma peur, j'ai freiné, je souffle un bon coup, et je passe à autre chose, et je reviens dans mon état d'alignement. Donc tu vois, le schéma des émotions, c'est bien de comprendre ce qui se passe. La peur, la question de la peur, c'est en quoi je me sens en danger. Ben là, voilà, j'ai pu mourir si j'avais pas freiné. Je peux revenir à moi et revenir, enfin, et me réaligner. Donc le message principal de Respire, c'est de reconnecter ses émotions, de comprendre ses émotions et de comprendre ce qu'elles ont à nous dire vraiment comme message. Et ça, j'avais vraiment envie, parce que moi, ça a été un travail assez long de reconstruction avec les émotions. Là où on me disait, mais non, faut pas avoir d'émotions, tu fais en entreprise, non, mais non, faut pas avoir des émotions. Globalement, tu as le droit d'être joyeux, et c'est à peu près tout ce que tu as le droit de faire, quoi. Et surtout quand je trouve, je sais pas si c'est une observation que tu partages, mais quand tu es une femme et que tu vois, tu diriges une entreprise ou tu as un poste à haute responsabilité, il y a vraiment encore plus, je trouve, cette pression de montrer que tu es quelqu'un, ça va, encore plus fort, que tu n'es pas quelqu'un d'émotif, que c'est un peu honteux d'être émotif. Il y a un côté, si t'es émotif, t'es faible. Fragile. Ouais, c'est ça. Il y a un côté émotion égale faiblesse. Exactement. Ce qui est complètement faux. Encore une fois, si on n'avait pas d'émotion, on serait mort. Une émotion, c'est vital. On a des centaines et des centaines d'émotions chaque jour, des micro-émotions. Mais une fois qu'on met de la lumière sur qu'est-ce qu'est une émotion, pourquoi je la vis, et comment je peux m'en servir, la transformer, poser les bonnes actions, immédiatement, ça change la vie. Donc c'est vraiment
un des messages principaux de ce livre pour lesquels on réapprend avec le protagoniste à se reconstruire à travers nos émotions. Les comprendre, ça ne veut pas dire que parce qu'on les comprend, alors là, ça y est, c'est la comédie dell'arte, on est tout le temps en train d'être en colère, de pleurer, de machin. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand il y a une émotion qui monte, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux la transformer? Comment je peux la comprendre? Et surtout, arrêter l'alarme. Parce que l'émotion, c'est l'alarme. Si je mets de la conscience sur mon émotion, au bout de 7 secondes, elle s'arrête. Si par contre je l'infecte, ah bah là c'est parti pour plusieurs jours et puis l'alarme continue à hurler, hurler, hurler et là on est mal dans le corps. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas l'arrêter. C'est exactement ça. En fait, c'est fou à quel point on nourrit nous-mêmes des émotions qui ne nous servent plus à un certain moment. On est, en fait, c'est vrai que c'est comme s'il y avait une voix qui venait et qui cultivait, qui nourrissait cette émotion et des émotions qui peuvent durer des jours et des jours, voire des semaines, des mois et même, je pense que ça peut durer très longtemps en fait. Exactement. Et voire même, au bout d'un moment, on les sent moins, mais on les fiche dans le corps. C'est ça. Et ça génère des mots, MAUX. Et tous les mots MOTS qu'on ne dit pas génèrent ces mots MAUX. Donc, le simple fait de poser de la conscience sur son émotion, de comprendre ce qu'elle a à nous dire et de poser la bonne action, fait qu'on va exprimer sans s'énerver, on va exprimer avec des mots qui vont se défiger, en tout cas ne pas se figer dans le corps et ne pas créer tous ces mots, ces maladies. C'est vrai. Ben justement, tu vois, je pense à une question qui revient souvent dans ma communauté sur les émotions et sur la colère en particulier. Parfois, on se retrouve dans une situation où quelqu'un va nous déclencher très fortement, tu vois, il va déclencher de la colère et on va avoir du mal à garder son sang-froid ou à avoir, on va dire, une réaction adaptée à la situation. Comment est-ce que tu approcherais ce type de... Si je prends l'émotion de la colère, reprenons notre exemple de notre automobiliste qui nous a coupé la route, j'ai eu peur. Jusque-là, c'est sain. La peur parle toujours de danger. De quoi j'ai eu peur? De rentrer dans quelqu'un. Ça va, j'ai senti que le danger est écarté, j'ai freiné, j'ai eu un réflexe. Qu'est-ce qui se passe quand on ne s'arrête pas là et qu'on ne met pas de conscience? L'automobiliste, lui, est passé, il ne s'est pas excusé, limite, il ne nous a pas fait un doigt d'honneur ou je ne sais quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la colère qui monte. C'est quoi cet abruti? Il ne fait pas gaffe, machin, toujours les mêmes, ils ne savent pas conduire à Paris. On s'invente tous ce scénario. De quoi nous parle la colère? Toujours de la même chose. Quand je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas respecté. Il y a quelque chose d'injuste ou de pas respecté. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui n'est pas respecté? Qu'est-ce qui est injuste pour moi? C'est une très bonne question. C'est toujours la même. C'est-à-dire que dès qu'on ressent de la colère, quel que soit le sujet, si on se pose la question de pourquoi, qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté ou qu'est-ce qui est injuste, immédiatement, on arrête l'alarme de la colère. Après, il faut poser la bonne action. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple de mon automobiliste, c'est à quoi cet abruti, machin. En plus, il me fait un doigt d'honneur. Qu'est-ce qui n'est pas respecté? Là, c'est très clair. Il me fait un doigt d'honneur. Déjà, il me coupe la route. En plus, il me fait un doigt d'honneur. Même s'il ne me faisait pas un doigt d'honneur, il m'a coupé la route. Donc déjà, c'est pas respectueux. Si on enlève l'acte agressif du doigt d'honneur, peut-être qu'il nous a coupé la route et qu'il nous a pas vus. Mais moi, je me sens pas respectée. Donc, la colère monte. C'est pas parce qu'il n'a pas cherché à me respecter. C'est que moi, je ne me sens pas respectée si quelqu'un me coupe la route. Donc, la colère monte. Une fois que j'appuie sur ce bouton de « Ok, effectivement, il m'a coupé la route, c'est injuste pour moi, je ne me suis pas sentie respectée. Qu'est-ce que je peux faire? Il est déjà parti loin, je ne vais pas lui courir après, etc. » Ou alors, et ça a pu m'arriver moi aussi de couper la route à quelqu'un parce que je ne l'avais pas vu, par exemple. Et donc la personne en face va s'énerver, et puis même me traiter de tous les noms d'oiseaux, tu vois. Et simplement, je vais me retourner, je ne l'avais pas vu. Je comprends qu'il a eu peur parce que effectivement, je lui ai coupé la route. Donc je peux m'excuser, je peux réagir comme je veux. Mais en tout cas, le simple fait, quand on ne se sent pas respecté, de poser les choses qui est, soit c'est vraiment un abruti, en plus il m'insulte et tout ce qu'il veut, ou alors, juste, il m'a fait signe, désolé, je ne vous ai pas vu. Et là, cette espèce de colère et d'injustice retombe d'un coup. Bon, quand même, il exagère, mais bon, ok, il ne m'a pas vu. Et puis, on continue. Donc, le fait de se poser la question de qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté permet de trouver des solutions derrière. C'est très vrai. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est vrai que la colère, c'est finalement
Un message comme toute émotion. Exactement. Il y a toujours une question clé. La peur, c'est qu'est-ce qui en moi se sent en danger. La colère, c'est en quoi je trouve que la situation est injuste ou incorrecte. Donc c'est l'irrespect. Hein. La peur, pour parler, la tristesse, pour parler des émotions principales, c'est la tristesse parle toujours de la perte. Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Par exemple, j'ai un conflit avec ma meilleure amie et j'ai le sentiment que, enfin voilà, elle m'a blessée. Mais il y a un truc en moi qui est en train de dire, est-ce que je suis pas en train de la perdre? Donc forcément, il y a la tristesse qui monte. Et la joie, qui est la quatrième émotion principale, c'est simplement notre état d'alignement qui parle de moteur, dans tout ce qu'on fait. Donc à chaque fois que je vis quelque chose, par exemple, tous les lundis matins, j'ai ma réunion avec mes collègues, et puis il y en a un qui arrive toujours en retard. Mais j'ose pas lui dire, parce qu'il fait du bruit, il dérange tout le monde, et puis moi, ça me met en colère, etc. Puis il y a 50 solutions. Soit je me pose la question, qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté? Et dans ces cas-là, à la fin de la réunion, je peux lui dire, écoute, ça fait 2 fois que tu arrives en retard le lundi matin, moi je suis déjà pas très sûre de moi quand je parle devant tout le monde, ce serait bien que tu arrives à l'heure, ou au moins si tu arrives en retard, te fais pas un café devant tout le monde, du coup tout le monde discute, moi je perds pied, etc. Et on peut dire les choses gentiment, soit au bout de 5 réunions, il va arriver à nouveau en retard, et là tu vas péter un câble parce que tu vas lui sortir, mais qu'est-ce que tu fous, t'es toujours en retard, tu nous fais... Hein. C'est ça. Et en fait, on n'a pas posé on s'est pas posé la question de qu'est-ce qui en moi n'était pas respecté. Ouais, c'est exactement ça. Donc tu peux poser l'action et les mots justes quand tu te poses la vraie question de qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion. Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce que je peux répondre à ce sentiment. À dégonfler très vite finalement les choses plutôt que de laisser amalgamer et puis de garder ça en soi. Des fois on me dit ouais mais enfin bon quand même, si c'est mon boss, je vais pas lui dire oui mais si, on peut dire gentiment les choses. Bien sûr. Il suffit simplement, comme je te le dis, de dire voilà, moi je suis pas très à l'aise pour parler devant tout le monde, donc s'il y a quelqu'un qui rentre en retard, je suis encore pas à l'aise, donc ça me déstabilise. N'importe qui peut entendre ça, mais ça veut dire accepter d'être qui l'on est et d'exprimer qui on est. Parce que souvent, quand on attaque, c'est pour masquer finalement qui on est. C'est de ta faute si tu arrives en retard, t'as pas à faire de bruit, c'est pas comme ça que ça se passe. L'autre en face, oui, tu sais bien que je dépose mon fils et je suis toujours en retard. Si à l'inverse, on explique à l'autre que ça me déstabilise quand je parle en public, parce que je suis encore pas très à l'aise de parler, je viens de prendre mon poste et que ça nécessite un peu de temps pour parler devant les autres. Déjà, j'ai un peu le trac et autres. Alors toi, tu arrives en retard, ça me déstabilise. L'autre peut le comprendre et peut arriver dans la salle peut-être un peu plus discrètement, un peu plus... Ça veut pas dire qu'il arrivera à l'heure, mais en tout cas, peut-être qu'il fera pas le même cirque que d'habitude. C'est vrai. Et de fait, moi, je serais moins déstabilisée, tu vois, par exemple. Non, c'est exactement ça. Mais en tout cas, je peux poser l'action juste. Ok, ouais, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vrai que on a du mal parfois à savoir comment répondre à une émotion de manière adaptée. Parce que comme tu dis, quand on réprime une émotion, je pense que ça... Ça la fiche dans le corps et là, c'est compliqué. C'est exactement et puis ça monte, tu vois, un peu comme la cocotte et poum, à un moment, ça pète. Et puis là, c'est là que non, mais c'est bon, elle a payé un câble ou ça doit pas aller chez elle. Mais c'est pas que ça va pas chez toi, c'est juste que tu as tellement comprimé ça pendant un temps que sur un petit détail, tu vas exploser alors que en fait, ça vient d'une racine bien plus profonde qui a poussé pendant des mois et des mois et des mois autour d'un événement récurrent, quoi. Exactement. Qui va tomber sur le collègue truc qui lui vient d'arriver, quoi. Tu vois, bien sûr, mais bon, c'est sur lui que ça tombe. Exactement ça. Mais justement, ça c'est vraiment un sujet que je trouve super intéressant, le fait qu'on ait du mal à avoir des conversations difficiles. Enfin, moi c'est quelque chose que j'observe, même si je me suis toujours dit que j'arrivais à affronter ou à confronter des conversations difficiles, que ce soit avec mes amis, avec mes proches. Et récemment, je me suis rendu compte que parfois, j'avais un peu, tu vois, cette résistance quand quelque chose me déplaît ou quand quelque chose me dérange, à aller voir la personne et à lui dire, tu vois, par exemple, là, l'exemple que tu as donné, la personne va voir son collègue et lui dit, voilà, moi, j'ai ce besoin-là, quand tu fais ça, je ressens ça, etc. Je trouve que c'est pas évident parce que c'est montrer sa vulnérabilité, dire à quelqu'un voilà, moi je suis pas à l'aise, j'ai un peu le trac, alors que tout le monde l'a, hein. Tu prends un poste je sais pas, de manager où il faut faire des réunions devant tes collègues, tout le monde est tétanisé et c'est normal. Sauf qu'il faut pas que ça se dise.
ah non, non, sinon t'es pas légitime. Tu vois, on revient à cette espèce de légitimité, attends, on me l'a donné à moi, attends, l'autre, elle a le trac, on aurait dû me le donner plutôt à moi, ou tu vois. Donc, il y a une espèce il faut pas montrer. Alors qu'à l'inverse, plus tu es authentique et plus tu te rends compte que déjà, tout le monde le vit, et qu'en plus, ça dégonfle beaucoup de choses. Mais c'est pas évident. Moi, j'ai pas réussi avant des années. Donc, c'est même assez récent et probablement lié à une situation assise, une réussite, etc. Mais je pense que plus vite, même si dans votre génération, je trouve que vous êtes un peu plus cash que ce qu'on nous a appris, mais tu vois, si plus vite on arrive à dire les choses, alors on peut les vivre plus facilement. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et ton dernier livre, alors, Jamais sans moi. Jamais sans moi, c'est un livre que j'avais à cœur d'écrire sur l'amour avec un grand A justement, pas que l'amour amoureux, même si l'amour amoureux aussi intervient dans le livre, mais c'était de comprendre qu'on peut aimer l'autre à un grand niveau à partir du moment où on s'aime soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple, et on l'a quasiment tous fait, de se mettre en couple et en allant vers l'autre, non pas dans l'amour, mais en manque d'amour. Et parce que je suis en manque d'amour, j'attends que l'autre comble la partie de moi qui n'est pas comblée. Exactement. Donc je demande à l'autre de me regarder, de me reconnaître, d'anticiper tout ce dont j'ai besoin, etc. Sauf que l'autre, il n'est pas dans votre tête, il n'est pas dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits dans les couples. Non, mais de toute façon, toi, tu comprends rien. Non, mais l'autre ne peut pas comprendre. Oh, tu m'encourages pas assez, ou tu me regardes pas assez. Et finalement, on est en demande vers l'autre parce qu'on arrive en moitié vers l'autre. D'ailleurs, souvent que j'entendais, l'autre, c'est ma moitié. Mais non. Ça, on l'entend pas mal. Hein. Comme si c'était important d'être une moitié plus une moitié. On s'est enfin trouvé parmi les 7 milliards et donc on devient un. Mais ça, je trouve que c'est très dangereux comme croyance. Mais c'est très dangereux parce qu'on attend que l'autre comble la moitié qu'on n'a pas en nous et qui est pourtant en nous. Exactement. Et du coup, on est persuadé que c'est exactement ça. On est persuadé que c'est cette autre personne, et comme tu as dit, 7 personnes parmi les 7 milliards d'êtres humains qui va pouvoir combler cette... Et c'est dramatique parce que ça voudrait dire qu'effectivement, et c'est ce qui se passe, si l'autre te quitte, alors là, ta vie s'arrête puisque c'était la moitié qui allait faire que... Alors, on n'est pas vraiment responsable de ça. Hein. On a été bercé là-dedans. Hein. C'était écoute Cendrillon, c'était écoute La Belle au bois dormant. Il y a tu serais heureuse, toi qui es extrêmement malheureuse, quand le prince charmant va arriver. Donc, tu vas être heureuse quand tu auras rencontré le beau mari, qui est toujours très beau dans les contes de fées, qui va te faire des enfants, et vous aurez une vie de château, etc. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Et le problème, c'est que comme tu attends ça, qu'est-ce qui se passe ? Tant que tu le rencontres pas, tu peux pas être heureuse. Ce qui est faux. Ça veut pas dire que l'amour... n'exacerbe pas une situation de bonheur, bien sûr, mais si tu vas en manque vers l'autre, donc en manque de ta moitié vers l'autre, tu vas attendre de l'autre des choses qu'il pourra quasiment jamais te donner. Pas dire qu'il va pas répondre à un certain nombre de tes besoins. Si à l'inverse, tu te retrouves, toi, dans ton entièreté et que tu arrives vers l'autre avec cette entièreté, alors tu n'as plus le besoin du manque, tu as juste l'entièreté à offrir. Et si 2 personnes arrivent avec leur entièreté, alors... il n'y a plus de manque. C'est un peu ce que je vois. Il est arrivé un quart d'heure en retard, je ne sais pas où il est, et puis il s'intéresse plus à sa collègue qu'à moi, enfin, etc. Non, c'est juste que quand toi, tu as rempli ce manque-là, tu n'as plus cette peur que parce qu'il arrive un quart d'heure en retard, il va te laisser. Enfin, j'extrapole un peu le truc, mais tu vois, il y a cette peur panique qui fait que effectivement, tant qu'on n'a pas réglé cette entièreté, on ne peut pas arriver vers l'autre. Alors, c'est vrai que travailler vers soi et de retrouver cette entièreté, ça peut prendre toute une vie. Mais déjà, de le travailler d'un millimètre par millimètre, ce millimètre de gagner, c'est un millimètre de toujours. C'est trop vrai, c'est trop vrai. C'est vraiment un livre sur l'amour, et l'amour de soi, et l'amour des autres, et le lien avec les autres, et comment grandir à travers ça. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point, tu vois, même les reproches qu'on peut faire aux autres, et surtout en couple, c'est vraiment le miroir des reproches qu'on se fait à nous-mêmes, d'une certaine manière. Complètement. C'est, tu vois, tu me regardes pas assez, mais est-ce que moi, je me regarde ? Est-ce que tu de m'écoutes quoi tu as pas besoin réellement ? Exactement, tu vois. Ouais. Parce que c'est d'ailleurs, je pense que c'est aussi un bon indicateur de se dire... qu'est-ce que je considère qu'il me manque dans ma relation avec cette personne ? Parce que ça peut refléter un manque avec soi, en fait. De fait, c'est 100% vrai.
T'as raison, c'est le miroir exact. Ouais. Mais ça, c'est vrai dans l'amour comme aux autres. Quand je critique quelqu'un, c'est quelque chose en moi qui n'est pas réglé. C'est vrai, totalement. Quand je reproche à mon ami, quel que soit mon mari, ma femme, etc., c'est quelque chose qui en moi n'est pas réglé. Donc à chaque fois que quelque chose me gratte chez l'autre, c'est que c'est quelque chose en moi qui n'est pas réglé. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que quand tu vas dans une soirée, par exemple, tu vas avec ton ami et puis vous rencontrez d'autres types de personnes et puis il y en a un ou une qui parle très fort, qui prend toute la place et puis vous allez rentrer avec un autre couple d'amis et puis une va dire « Oh, qu'est-ce qu'il était sympa ce type !» et puis ton mari, toi ou pas, « Ah bah non, il a pris toute la place, il nous a fatigués. » Et pourtant, on a passé la même soirée. Il y en a un qui l'a mal vécu, l'autre bien. Pourquoi ? Parce qu'on n'attend pas les mêmes choses. C'est trop vrai. Et que le fait qu'il ait pris toute la place fait que moi, j'ai pas pu prendre la mienne, par exemple. Mais ça vient de mon problème. À l'inverse de l'autre qui l'a trouvé très sympa, qui n'avait pas forcément envie de parler beaucoup, mais plutôt d'être au spectacle, elle a rigolé toute la soirée. Donc c'est simplement qu'une question de quoi j'ai besoin, moi. C'est exactement ça. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est hyper puissant parce que on a tendance à beaucoup blâmer nos manques sur le monde extérieur, tu vois. On se dit pas... C'est l'ego. Mais c'est fou l'ego parce que... projette, c'est toujours la faute des autres. Toujours. Ça ne se fait pas d'être comme ça, hystérique toute la soirée, à prendre toute la place. Ça, c'est l'ego qui va te raconter ça. Mais à l'inverse, quand tu n'as pas été touché, c'est « Oh, qu'est-ce que c'est sympa d'être aussi dynamique, j'adorerais pouvoir faire comme lui, raconter des blagues et autres. » Parce qu'il y a un truc en nous qui va s'inspirer d'eux, c'est-à-dire que c'est quelque chose en nous qui est en train de germer dans la même vibration. Donc effectivement, ce n'est qu'un miroir. Et pour revenir à l'amour, c'est dramatique parce qu'on n'est que deux dans cette histoire d'amour et on attend de l'autre et on reproche à l'autre, mais ça ne se fait pas. T'es arrivé un quart d'heure en retard alors que tu m'avais dit que tu devais être là. Ça ne se fait pas, t'aurais dû me prévenir. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est juste parce que ta peur profonde a été touchée de est-ce qu'il s'intéresse moins à moi, est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un, toutes ces peurs d'abandon, de blessures font qu'on s'invente ces scénarios qui nous amènent à des films parfois de terreur. Ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous impacte énormément au quotidien, l'ego, je trouve. 99%, on est dedans. Donc c'est pour ça que le fait de se rendre compte qu'on est soit dans l'amour, soit dans la peur, va faire que comment je fais parce que je me sens mal, parce que j'essaie d'avoir raison, parce que je critique, parce que machin. Je peux me poser et me dire, je vais te filer la télécommande de la peur à mon ego. Et puis du coup, il m'emmène dans une voie que je ne maîtrise plus du tout. Là, je fais stop. Maintenant, qu'est-ce que dirait l'amour ? Peut-être mon mari arrive un quart d'heure en retard. Qu'est-ce que dirait l'amour ? Tu sais, je me suis inquiétée. Peut-être parce que tu me connais avec ma blessure de l'abandon. Peut-être que ce serait plus facile pour moi si tu m'envoyais un petit message. Je pensais que tu rentrerais à 7h, il est 7h30. Et tu dis les choses très différemment. C'est pas ça se fait pas, c'est pas de ta faute. Et d'un coup, ça détend quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais tu passes dans la porte de l'amour et tu vis les choses autrement. Et ça débloque beaucoup de choses, même dans tes relations aux autres. Tu penses que l'ego a une fonction, selon toi ? Est-ce que tu penses que l'ego... on a choisi, je crois, de venir sur Terre pour vivre l'expérience de la séparation. Sinon, on serait qu'une grande masse vibratoire. Est-ce qu'on est en train de vivre la réalité ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour faire cette expérience et pour faire l'expérience du un, il faut bien se diviser. Donc, je pense que l'ego a cette faculté de pouvoir nous voir diviser et de faire l'expérience de la division. Peut-être que c'est ça. Beaucoup disent, oui, mais le fait d'être dans l'ego, ça nous protège. Ça, je ne le crois pas du tout. Parce qu'au contraire, il nous fait croire qu'il nous protège. Donc, on va se montrer fort alors qu'on est faible. On va se montrer ceci. Mais c'est un peu comme on disait dans les réseaux sociaux. On va montrer une image extraordinaire de qui l'on est, alors que la vraie vie, on sait très bien qu'on ne passe pas de notre vie tous les jours sur un transat à boire des cocktails, quoi. C'est clair. Donc, tout le reste du temps, il nous arrive un tas de choses dramatiques. Alors, tu regardes les réseaux, toi, tu es dans le monde des influenceurs, donc tu sais de quoi je parle encore plus, qui est... mais il faut ressembler au mannequin truc qui est que belle, qu'avec une vie extraordinaire de château, c'est la vie de Cendrillon.
après ses heures de ménage, et d'un coup, tout est beau, tout est... Mais on sait très bien, et pour connaître quand même un certain nombre d'influenceurs, et vous avez d'ailleurs cette faculté à le dire, d'ailleurs maintenant, je trouve que de plus en plus, les influenceurs montrent le revers de la médaille. Tiens, je suis en train de vivre une grosse galère avec ça, ou je suis en train de dépasser une maladie, ou voilà, et c'est dit avec tout ce côté immergé de l'iceberg, et non pas que me voilà sur un transat avec mon mari à boire des cocktails, et ma vie c'est que ça, et vous en rêvez tous, et enviez-moi. Parce que finalement, ça marche plus. Ça marche plus, mais parce que je pense que ça devient tellement évident que... Enfin, c'est trop fake. Enfin, je veux dire, la vie n'est pas qu'une chose, c'est une multitude de choses. Et avec des hauts et des bas, avec des choses à traverser. Et que oui, si cette personne est aux Bahamas en train de se faire griller avec des cocktails, c'est que pour en arriver là, il a fallu qu'elle traverse aussi un certain nombre de choses. Et enfin, en tout cas, moi, je prône davantage tout ce côté immergé de l'iceberg, parce que ça n'empêche que c'est accessible à tout le monde, si tant est qu'on accepte de tomber, de travailler des heures et des heures, voilà, tu vois, oui, ou en tout cas, moi, comme je te dis, j'ai pas encore trouvé la clé de passer mon temps au Bahamas sans rien faire et de gagner beaucoup d'argent. Donc voilà. Mais tu sais, je pense que c'est intéressant, parce que je me pose plein de questions sur ça en ce moment, mais je pense que, tu vois, je regardais hier, je suis tombée sur une vidéo d'une joueuse de tennis qui a gagné les US Open, je crois, il y a quelques jours. Et tu voyais sa réaction quand elle a gagné, tu voyais la réaction de sa mère, de ses proches, etc. Et en voyant cette vidéo, je me suis fait la réflexion, mais qu'est-ce que ça a dû lui demander d'arriver à ce moment où elle a gagné cette victoire, où elle a eu cette victoire? Par quoi est-ce qu'elle a dû passer pour vivre ce moment-là? Parce que c'est un moment vraiment indescriptible, il faut le voir, tu vois. Et je me suis dit, je sais pas si on pourrait vraiment savourer ces moments-là si on ne passait pas par tout ce que ça demande derrière, tu vois. Oui, je pense que tu as sans doute raison. Je sais pas, c'est on vraiment peut supputer, mais ce qu'on voit, tu vois, dans la vidéo, enfin dans cette vidéo, je l'ai pas vu, mais c'est effectivement, en tout cas, le raccourci que font beaucoup de gens, c'est ah oui, enfin bon, elle a des facilités à son âge de jouer si bien. Justement, je parlais avec une joueuse de tennis professionnelle dans un podcast là tout récemment. Sur mon podcast, ces questions que tout le monde se pose, en fait. C'est des heures à pleurer, c'est des heures à s'entraîner, c'est des heures à se remettre en question, c'est des heures, c'est des contraintes, c'est des frustrations, c'est des sacrifices, c'est une alimentation très particulière, etc. Pendant des mois, des années, et chaque jour, week-end compris. C'est ça. Pour arriver à cette image de vidéo où tu as gagné, pour ceux qui gagnent, et c'est pas toujours. Et elle m'expliquait quelque chose de très juste, je trouvais très aligné, qui est, et le pire dans tout ça, c'est que malgré le fait d'être championne de France et autres, en réalité, chaque semaine, on vit des échecs de tournois. Les échecs tous les jours, ça c'est sûr, mais chaque fois, même le champion du monde, numéro 1 du monde, etc., chaque semaine, il vit des échecs. Ouais. Il perd un tournoi. Donc en fait, c'est sans cesse, pour arriver à cette vidéo que tout le monde envie. Ouais, mais enfin bon, quand même, quand t'es champion à 15 ans, 20 ans, machin, il y a quand même de la chance. Non, il n'a pas de chance. Il a travaillé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc, ça demande un sacrifice. Et je ne connais personne, je côtoie vraiment les plus grands dirigeants du monde entier, je ne connais personne. Même si on dit, oh bah oui, mais lui, il passe son temps sur les parcours de golf. C'est pas vrai. Parce que vous l'avez vu 2 fois dans le mois ou dans l'année à jouer au golf, vous considérez, les gens font vite des raccourcis, qui passent son temps aux Bahamas à jouer au golf, etc. C'est faux. C'est des heures et des heures de travail, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais après ça, quand on aime ce qu'on fait, c'est aussi facile. C'est aussi, moi je travaille peut-être 15 heures par jour, mais j'aime ce que je fais, donc je ne vois même pas passer les journées. Donc en réalité, le vrai sujet, c'est de choisir. Quelqu'un d'ailleurs disait, je ne sais plus de qui, mais c'est pas de moi, une phrase qui disait que choisissez un travail que vous aimez profondément, et alors plus jamais de votre vie vous ne travaillerez. C'est vrai. Et c'est exactement ça, parce qu'on est passionné par quelque chose. Le vrai sujet, c'est de bien comprendre que non, on n'a rien sans rien. C'est vrai. Et il faut trouver... l'idéal, je dirais que ce serait de trouver ce qui nous fait vibrer, comme tu disais, ce qui est tout un sujet, mais je pense que
Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle édition de ton livre Kilomètre zéro, qui ouais. sort le 19 octobre, Le c'est 19 octobre. Alors Ouais. en fait, l'idée c'était de partager avec les lecteurs. C'est une idée de mon éditeur pour tout vous dire, de partager avec les lecteurs une version un peu collector pour les remercier finalement de ce succès du livre. Donc ils ont fait vraiment une très belle version Elle est trop avec belle, hein. et ils m'ont demandé carrément, alors c'est ce que pour lequel j'étais absolument pas d'accord au départ parce que c'est toujours un peu privé, Ouais. de partager mes photos au Des Népal. photos. Donc ils ont Ah. fait à la fin du livre, tu vas voir là, ils ont fait tout un album photo des vraies photos que j'ai fait. Alors je suis Waouh. pas professionnelle, mais des vraies photos que j'ai faites à ce moment-là au Népal et des moments de vie finalement au Népal. Et comme je me sers, hein, comme je le disais, le 95% du livre est vrai, je me sers des photos que je fais, des situations que je fais pour, raconter le Illustrer, décor partager. finalement Ouais. du livre. Et quand j'écris, je me replonge dans mes photos pour décrire finalement les paysages. Mhm. Et donc, effectivement, ces photos ont été l'inspiration des descriptions. Donc, il y a un retour aux pages dans Kilomètre Zéro avec des scènes que Maëlle et Chanty vivent pendant leur parcours dans l'Himalaya, qu'on retrouve en vraies photos, puisque c'est la description des photos. C'est incroyable. Et donc voilà, c'était un peu un cadeau au lecteur de pouvoir le Magnifique. partager. Et je trouvais que c'est une belle idée. Donc je me suis dit, tant pis, quitte à être vulnérable, tant pis, je vais jusqu'au bout Ah, franchement, que c'est de partager génial. ces photos-là. Et ils en ont fait un très très beau livre. La couverture est sublime. Et Sublime, ils ont franchement. vraiment... Ah oui, il est magnifique, hein. ouais, je le trouve très très beau et très réussi. Et il sort des cartons parce que clairement, moi, je le vois pour la première fois aujourd'hui. C'est incroyable. Ouais, oui, je Donc, suis honorée qu'on le voit ensemble. ouais, très très chouette. C'est trop bien. Et du coup, tous tes livres, y compris celui-ci, sont disponibles partout sur Oui, partout. Amazon, la Fnac. Je mettrai les liens de toute façon. Oui, partout. Foncez partout. acheter ces livres. Vraiment, c'est une pépite si vous les avez pas encore lus. Je les mettrai en lien du podcast. C'est gentil. Avec gentil. plaisir. C'est un plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, du coup, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ils peuvent te suivre sur Instagram, sur... Oui, alors même si c'est vraiment un monde que vous maîtrisez bien et moi un peu moins, je suis un peu aidée par des gens très qualifiés aussi. Ouais. J'ai un site Instagram sur Maud Ankawa, j'ai un site Facebook et puis mon site internet www.maud-ankawa.com. Trop bien. Voilà. Génial. Merci Franchement, à toi. Maud, c'était un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Vraiment trop intéressant, ton parcours. Et puis, tu as une douceur, tu es vraiment posée. C'est hyper agréable de parler avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi vraiment parce que, comme je te le disais, je suis très inspirée par la nouvelle génération qui amène quelque chose de nouveau, parfois sans filtre et avec une vraie réflexion sur... améliorer le monde, s'entraider les uns les autres. Enfin, ce que tu fais, c'est exactement ça. C'est se poser des questions pour grandir. Exactement. Parce qu'on n'est pas né appris et on veut au contraire démolir ces croyances qui Exactement. Et puis, on peut apprendre de tout le monde, je pense. Donc, merci vraiment à toi. Et j'ai aucun doute que ce que tu fais apporte énormément. Et d'ailleurs, tu n'aurais pas ce succès-là à travers tous ces followers qui ont bien compris que tu le faisais avec le cœur. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. C'est un honneur. Merci. À moi aussi.